Merci, bonjour à tous. Donc chaque année, j'ai la difficile tâche, mais très stimulante tâche de synthétiser, de mettre en perspective les différentes interventions et de les mettre en perspective par rapport à l'état de l'art de la recherche académique. Alors, le thème était le management de l'innovation. Très rapidement, vous verrez, j'ai pris une focale. Pourquoi le management de l'innovation? Elle a dit, et ça c'est vraiment, je pense, une spécificité de l'innovation publique par rapport au privé, si on peut, parce qu'il y a des différences. Dans le public, c'est à la fois beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que l'innovation, elle est multidimensionnelle. Ça, c'est un élément dans le management de l'innovation, c'est que très souvent, une innovation, par exemple, de service, va appeler une innovation managériale qui elle-même va nécessiter une innovation organisationnelle. C'est l'effet cascade. Et d'ailleurs, dans le management de l'innovation, il va falloir anticiper ces différentes étapes et ces différents changements nécessaires. Elle est multi-organisationnelle et inter-organisationnelle, intra- et inter-organisationnelle. Elle mobilise une diversité d'acteurs, davantage que dans le privé. Parce que les politiques publiques sont complexes, parce que les ressources sont dispersées et les moyens aussi sont limités. Ce qui la rend complexe, ce qui la rend aussi incertain par rapport aussi au privé, c'est les nombreux freins qui existent, qui est lié à l'histoire, à la bureaucratie, au système organisationnel qui fonctionnait mais qui sont moins adaptés à ces types de l'aversion au risque, notamment par exemple la recherche de consensus. Je suis un petit point, mais ça a été mis en évidence comme étant un facteur de blocage de l'innovation. Pourtant, c'est une valeur que l'on essaye de promouvoir, la recherche de consensus. Or, la recherche de consensus, ça peut limiter, voire empêcher l'innovation. Donc derrière, étant donné ces caractéristiques de l'innovation publique, le management de cette innovation est un élément fondamental. Et le management d'innovation, c'est quoi? C'est un ensemble de choix, de décisions, d'analyses, j'ai mis, d'actions et de dispositifs. Et je reviendrai sur le premier point, c'est les analyses et les diagnostics. Le management d'innovation, c'est aussi avoir une stratégie en matière d'innovation. Parce que très souvent, on va sur la partie 2 ou 3 directement. On pense aux dispositifs, aux structures. Or, les dispositifs, il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs types d'attentes, il y a plusieurs contextes, ce qui fait que finalement, il y a différents types de labs, ce que je vais évoquer. Donc, sur ce management de l'innovation, dans la recherche, il y a aujourd'hui 3 domaines qui mobilisent un grand nombre de chercheurs, les facteurs qui influencent la dynamique d'innovation. Il y a plusieurs stades, l'adoption, l'implémentation, l'institutionnalisation, voire l'abandon. Et à chaque stade, il y a des facteurs différents. Notamment sur l'adoption, on voit que les facteurs contextuels sont importants. Sur la mise en œuvre, les facteurs en termes de leadership, politique, administratif, prédominent. Ça, on a beaucoup travaillé dessus à travers la chaîne Optima. Et le deuxième point sur lequel nous travaillons, c'est le management des écosystèmes. On en a parlé, c'est-à-dire que l'innovation en public, ce sont des écosystèmes, une diversité d'acteurs, et c'est aussi tout ce qui est réseau d'innovation collaboratif, dont le Lab ATF est aussi un exemple. Et le dernier point qui mobilise beaucoup de recherche, qui est très intéressant, ce sont les lieux d'innovation, les espaces physiques. Et ça aussi bien dans le public que dans le privé. Et pour une fois, c'est très très bien, la recherche dans le public est au même stade que dans la recherche dans le privé. C'est-à-dire que les labs, aujourd'hui, c'est vraiment une innovation aussi bien dans le privé que dans le public. Et donc il y a des logiques de fertilisation croisée, et je pense que c'est une des thèses que je défends, que très souvent la transposition se fait, vous parliez des méthodes Scrum par rapport aux méthodes dans le cycle en V, ainsi de suite, très souvent les transpositions se font du privé vers le public. Je pense qu'il y a aussi, c'est une idée, beaucoup de possibilités du public vers le privé en matière de gouvernance, et notamment ces lieux d'innovation. Je vais m'attarder sur ce point que je vais développer, puisque ça correspond aux différentes présentations qui ont été faites, sur les lieux dits, le campus des cadres, qui sont des labs d'innovation. Alors, ces espaces d'innovation, si vous regardez bien aujourd'hui, vous avez un nombre de termes assez important, des Fab Labs, des Living Labs, des Open Labs, des plateformes technologiques. On a du mal à savoir ce que c'est, ça correspond à quoi, quels sont les... Si on peut relever des éléments communs de ces dispositifs, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des semi- ou des quasi-structures. C'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des lieux, ou des lieux intermédiaires aussi, entre le lieu de travail, entre l'espace de vie, des quasi-structures dans le sens où en fait c'est une combinaison de formel et d'informel, de prescrit et d'organisé et d'autonomie. Si vous regardez bien dans les labs, tout n'est pas liberté, il y a des méthodes, il y a quand même une procédure, c'est souvent imposé par le haut d'ailleurs, donc il y a du formel et puis il y a l'informel. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt. Ce sont des espaces physiques qui, en théorie, en fonction de leurs caractéristiques, de leur organisation, des équipements, vont favoriser la créativité, vont favoriser la prise de risque, l'autonomie. Ça, c'est le deuxième point qui caractérise tous ces éléments-là. Et le troisième point, ce sont des espaces collaboratifs. Logiquement, l'idée, c'est qu'en fait, l'intelligence, elle est collective, elle est dispersée, il y a des logiques de synergie, et finalement, aucun acteur ne dispose des connaissances, des ressources seul, il faut collaborer. Et donc, ces espaces visent à créer de la collaboration. Ça, ce sont les éléments communs. Et donc, la définition de ces lieux dits, en fait, ce sont des lieux
et si vous regardez bien l'élément, en fait, des démarches qui sont portées par des acteurs. Donc c'est pas que des lieux, il y a aussi toute la démarche de réflexion, d'analyse, de diagnostic et de mise en œuvre, dans le but de renouveler des modalités d'innovation, et c'est basé sur du collaboratif, du l'itératif et de l'ouvert. Ça, c'est l'élément commun. Autre élément qui caractérise ces lieux, c'est les fonctionnalités. Et si vous regardez bien, aujourd'hui, on attribue un très grand nombre de fonctionnalités, de finalités à ces dispositifs. Parfois trop, à mon sens. Ce sont des lieux d'acculturation, ils ont une fonction d'accompagnement, de formation, de montée en compétences, de mise en relation, de production d'innovation. Déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas un peu trop ambitieux? Est-ce qu'on passe pas la barre un peu trop haut par rapport aux capacités de ces structures, de ces dispositifs? En fait, si on regarde bien, ça se résume à 3 fonctions génériques, ces lieux dits. Premièrement, c'est de générer de l'innovation, c'est quand même le but. C'est de produire de l'innovation qui est en phase avec l'organisation et avec son environnement, adapté aux attentes des usagers. Et donc là, on retrouve le lieu dit, le campus des cadres, c'est une. Le deuxième élément, c'est de modifier les comportements, l'autre fonction de ces dispositifs. C'est-à-dire que ce qu'on appelle des apprentissages en boucle simple, on va essayer de modifier les pratiques, générer de la créativité, de la collaboration, de la montée en compétences. Et ça aussi, c'est une des fonctions qui est attribuée à ces lieux dits. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle des apprentissages en boucle double, c'est de modifier les perceptions, les représentations, les valeurs, pour après modifier les comportements. Et là, notamment, je pense que le lab ATF se situe plus à ce niveau-là, parce que c'est sur les pratiques, mais aussi de modifier la valeur perçue. Quelle valeur perçue en matière publique, quel mode d'élaboration. Et après. Ce qui fait que ce qui est assez intéressant, c'est que ces fonctions soient assez différentes. Et selon les structures, telle fonction va être prédominante. Vous voyez, pour ça aussi l'idée de réfléchir au type d'attente, aux besoins, au contexte, pour après adapter le lab, le lieu dit. Si on veut assez. Alors, parmi ces différents labs qu'on a évoqués, en fait, il y a des facteurs de différenciation. Premièrement, le type d'innovation. C'est vrai que j'ai mis en bas les 3 labs. J'avais pas le lab 06, c'est pour ça que j'avais pas votre communication, c'est pour ça que je n'ai pas pu l'intégrer. Mais en gros, on s'aperçoit qu'il y a 3 types d'output. Soit c'est de l'innovation managériale, soit c'est de l'innovation en matière de services et de politique publique, soit c'est de l'innovation conceptuelle, soit c'est un mix des 3, soit des 2. Et selon le type de lab, on n'a pas le même type d'output. Le deuxième élément de différenciation, c'est le degré d'ouverture et le niveau d'implication des parties prenantes. Est-ce qu'on est plus dans une logique interne, au sein de l'organisation, ouvert mais en interne, ou alors plus en externe, avec le focus qui est mis sur l'usager? Et donc là aussi, ça veut dire que l'organisation, la structuration ne sera pas la même, et la fonctionnalité sera différente. Est-ce qu'on est aussi, l'autre élément de différenciation, sur le rôle des usagers? Est-ce qu'on considère l'usager comme un producteur, un contributeur d'information, un producteur d'information, ou carrément comme un co-designer, c'est-à-dire qu'il va lui-même participer à la définition, voire à l'implémentation de la solution? Et là aussi, ce sont des labs et des structures très différentes. Et aussi la phase du processus d'innovation qui doit être couverte. Selon les labs, on va être plutôt dans des espaces réflexifs, comme en fait c'est un super lab, le lab ATF, comme les super prédateurs, c'est-à-dire c'est un métalab, en fait, vous êtes plutôt dans ces éléments-là de méta-réflexif. Et puis il y a des espaces qui sont plutôt des lieux d'expérimentation, il faut produire de l'innovation. Donc là aussi, il y a des différentes phases, et selon les types de labs, on va couvrir plutôt la phase amont ou plutôt la phase aval. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, ces lieux d'innovation se différencient quant à leurs caractéristiques, leurs fonctionnalités et leur mode de management. Et donc il y a tout un travail aujourd'hui de la recherche qui est de caractériser, je vais le mettre directement, tout un travail de dire déjà ces lieux dits, ces dispositifs, comment on peut les classer, dresser des typologies. Donc là, il y a une partie des chercheurs et on travaille à ce niveau-là. Il y a aussi le processus de fabrication, comment se crée l'innovation. Elle ne se décrète pas, mais aujourd'hui on a l'impression qu'on va créer un lab et il va y avoir de l'innovation. Et on a très peu de recul sur la manière dont ça fonctionne. Comment se fabrique l'innovation en interne et de manière interorganisationnelle. Et puis il y a les modes de pilotage. Comment se pilote, comment se gèrent ces lieux qui ont pour objectif, et j'aborderai ce dernier thème, de favoriser ce qu'on appelle l'ambidextrie. La capacité des individus à combiner des activités routinières d'exploitation, de production, avec des activités d'innovation. Et ça, c'est très compliqué. Et donc là, il y a 3 pans, 3 champs de recherche qui permettent en fait de comprendre ces 3 éléments-là. Les déterminants, les processus et les résultats. Aujourd'hui, on l'approche, à mon sens, de manière trop cloisonnée, mais il y a un boulevard. On est vraiment en phase de réflexion, d'analyse d'un point de vue de la recherche, qui pourra après nourrir les pratiques. Alors, dernier élément, pour conclure, c'est la notion d'ambidextrie. L'intérêt de ces lieux dits, de ces dispositifs, c'est de générer de l'ambidextrie.
individuelle ou organisationnelle. C'est-à-dire de développer cette capacité d'innovation, mais aussi de la combiner, de la rendre cohérente, mais aussi de la combiner par rapport aux activités d'exploitation. Le problème, c'est que c'est difficilement conciliable. Si vous regardez bien le modèle en fait, de l'activité courante d'exploitation, elle est basée sur quoi? Et c'est aussi bien public que privé, sur la standardisation, des routines. C'est-à-dire qu'on remet en place des processus, on met de la formalisation. Et de l'autre côté, on va demander aux individus, au contraire, de l'autonomie, de l'improvisation, de la liberté, avec toutes les difficultés qu'il y a, parce que ce sont des comportements opposés. Et alors, ce que j'ai mis à la fin, et ça pose la question de ces dispositifs, il y a un taux de mortalité qui est assez élevé. Il y a aujourd'hui des études sur ces labs dans le milieu culturel, de la santé. Pourquoi? Alors, on se pose la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que finalement, ça ne dure pas, il y a des difficultés à les pérenniser. D'abord, l'incapacité ou la non-volonté de l'institution en général d'intégrer ces dispositifs. Souvent, finalement, c'est fait de manière cloisonnée, une difficulté, parce que ce n'est pas les mêmes modes d'organisation, de fonctionnement. On est sur des logiques hiérarchiques. Dans le Lab 06, vous disiez, en fait, il faut couper les gens, on essaye de ce qu'on appelle, ce que vous avez dit, les attracteurs administratifs. C'est-à-dire que, il me semble avoir lu ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont repris, soit volontairement ou involontairement, dans la pratique habituelle, routinière. Si on regarde bien, ces labs, ces dispositifs, c'est une logique descendante. C'est finalement, c'est quelque chose qui est indirectement imposé. Donc on n'est pas dans l'ascendant. Là où on parle d'ascendant, d'agilité. Il y a le danger d'une entrée à dominante outil. Aujourd'hui, on est, à mon sens, un peu trop. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toute cette réflexion en amont de dire mais quel type d'innovation? Quels sont nos besoins? Donc de faire un diagnostic stratégique de l'innovation. Et de dire après, de réfléchir en termes de dispositifs. D'ailleurs, quand on parle d'innovation, et dans le privé aussi, on parle d'une fonction, d'une activité. Très peu de stratégie d'innovation. Et de plus en plus, justement, la recherche, on va sur ces domaines-là. Élaborer une stratégie d'innovation. D'accord? Et donc là, il y a cet élément. Et le risque, c'est de partir sur l'outil, et ce qui est un peu le cas, mais privé-public quand même. Le sentiment de concurrence et de mise en danger, ça aussi, il faut l'étudier, ça, c'est intéressant. L'idée que, et vous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'on est en concurrence avec des acteurs qui ont leur zone de pouvoir, leur domaine d'activité, qui sont spécialisés certains dans l'innovation. Et donc là, il y a un risque qui est important, d'où ces conflits. Et ça va générer des conflits, ces dispositifs. Et la difficulté après de réintégrer les activités. Quand vous avez touché à ces éléments-là de non-hiérarchie, d'autonomie, c'est un peu plus compliqué. La difficulté de passer d'un rôle de sachant à un rôle d'accompagnateur. Et donc là, ce sont les managers, les cadres qui... L'idée, on n'est plus dans le descendant, c'est-à-dire les solutions ne sont pas imposées, existantes. Théoriquement, on est là uniquement pour accompagner ces processus. Ça veut dire des compétences quand même qui sont nouvelles, et puis accepter ce rôle-là. Et ça aussi, c'est compliqué. Et puis, le dernier point, c'est le danger du mimétisme, que l'on connaît dans toutes les organisations publiques comme privées, du mimétisme normatif ou de l'isomorphisme mimétique, c'est-à-dire qu'en gros, puisque les autres le font, on le fait. Et sans parfois se poser la question du besoin, de l'attente. Et encore une fois, ces dispositifs sont très intéressants, porteurs d'énormes fonctionnalités, mais je pense qu'il y a toute une approche contingente à développer, de l'adapter au contexte. Mais ça veut dire comprendre et diagnostiquer les contextes. D'où ce management qui doit poser sur la partie stratégie et analyse. Merci. Merci Christophe de ce regard.